Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et bienvenue sur le stand de la Banque des Territoires. Au 3e jour de ce salon, nous poursuivons notre exploration du secteur des EdTech au travers des projets soutenus et portés avec conviction par la Banque des Territoires. Et grâce à Alexandra Delaunay en duplex des allées de cette édition 2021 du salon. Bonjour Alexandra. Coucou Héloïse. Le salon a ouvert ses portes depuis 30 minutes maintenant et les allées commencent à se remplir pour ce dernier jour de salon Educatech Educatis. Je suis juste devant l'entrée. Les visiteurs bipent leur badge dans ce pavillon 7.1 de la porte de Versailles. Donc du monde qui arrive et nous on se retrouve tout à l'heure sur le stand de la Poste pour vous parler de Pronote primaire. Pour nous, l'occasion d'évoquer la décision de la Banque des Territoires de s'engager comme investisseur avec Docapost dans l'aventure Index Éducation, éditeur de solutions Pronote. Le stand de la Banque des Territoires est au cœur du village de start-up, un emplacement qui symbolise cette volonté pour l'établissement d'accompagner l'innovation, de propulser les solutions pédagogiques les plus ambitieuses et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. EdTech for Good, c'est le nom qu'a choisi la Banque des Territoires pour son approche d'investissement dans le secteur. For Good en anglais, ça veut dire pour de bon. Alors on y va. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Depuis mercredi, nous avons évoqué les différents dispositifs de soutien à la EdTech, à l'inclusion numérique portés par la Banque des Territoires, partenaires, financeurs, opérateurs, accélérateurs. La Banque des Territoires s'engage aussi comme investisseur auprès des entreprises de la EdTech. Derrière ces prises de participation, il y a une approche, une stratégie, des ambitions, des objectifs. Et on en parle ce matin avec Nicolas Turca, responsable du service éducation, inclusion numérique et service au public de la Banque des Territoires. Bonjour Nicolas. Bonjour. À vos côtés, Anne-Charlotte Monneret, directrice générale de l'association EdTech France. Bienvenue Anne-Charlotte. Bonjour. Nicolas, avant d'évoquer en détail la politique de la Banque des Territoires en matière d'investissement dans un secteur qui est quand même très spécifique, on va essayer de le comprendre un petit peu mieux, comprendre comment il se structure et puis surtout ses évolutions récentes parce que ça bouge vite. Anne-Charlotte Monneret, l'association EdTech France, elle regroupe à peu près 300 entreprises de la tech, plus 387. Oh, 387, ça ne cesse d'augmenter, j'ai l'impression. Les jours, surtout après Educatech. Surtout après Educatech, vous recrutez ici. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait de ce secteur de la tech ? C'est peut-être pas un exercice facile, mais dans les grandes lignes, peut-être une petite carte d'identité. L'exercice est de plus en plus facile parce que la crise Covid a mis un coup de projecteur sur le secteur. Donc pour rappel, la EdTech, ça regroupe l'ensemble des acteurs qui proposent des solutions innovantes qui permettent d'améliorer l'expérience d'apprentissage grâce à la technologie. Donc ce sont des entreprises qui proposent des ressources, des outils, à la fois sur la digitalisation de la pédagogie, la digitalisation de l'expérience apprenant et celle des processus d'apprentissage. Donc globalement, un champ d'application qui est extrêmement vaste et elles ont un point commun qui est d'engager davantage l'apprenant grâce à un apprentissage qui soit plus personnalisé, plus innovant, plus ludique, et tout ça grâce au numérique. Donc si on rentre vraiment dans les modèles d'affaires et les typologies des entreprises, en général, ces entreprises ont des modèles d'affaires plutôt B2B, vendent aux entreprises, aux écoles et aux organismes de formation et proposent en moyenne 3 services et s'appuient sur 2 technologies. Donc tout ça, ce sont des chiffres un peu abrupts, mais qui sont quand même intéressants parce que ça montre qu'une entreprise sur le segment de la EdTech cherche à se diversifier pour maximiser aussi sa capacité à grandir. Donc on a 3 segments de marché sur ce secteur. Le segment scolaire, donc tout ce qui concerne ce qui se passe dans l'école, mais aussi le périscolaire et le parascolaire. Le supérieur, donc l'enseignement public et privé avec des solutions à destination des enseignants, des établissements et des étudiants. Et tout ce qui va concerner la formation professionnelle, donc les gens qui cherchent à se former sous un statut de salarié, mais aussi les demandeurs d'emploi et tout ce qui concerne la formation B2C. Un secteur qui est extrêmement dynamique. En France, on recense aujourd'hui un peu plus de 500 entreprises EdTech. Nous, chez EdTech France, on a 90 entreprises qui se sont inscrites depuis janvier 2021 dans notre association des entreprises dites Jeunes Pousses, donc créées depuis moins de 12 mois. Donc ça témoigne aussi d'un dynamisme assez fort. Et si on se penche un petit peu plus sur les chiffres globaux du marché, on sait qu'en 2020, il y a eu 16 milliards de dollars qui ont été investis dans la EdTech dans le monde. Mais quand on creuse le détail, on se rend compte que 60% de ces investissements ont été mis en Chine et aux États-Unis, et seulement 5% en Europe.
Donc un marché qui bouge, mais qui reste dominé par nos amis chinois et GAFAM. Mais la filière française s'en sort pas si mal. Je vais vous donner 3 chiffres. Un chiffre sur le chiffre d'affaires de la filière, qui aujourd'hui s'élève à pratiquement 1 milliard d'euros générés par toutes nos entreprises. Un nombre d'emplois, à peu près 9000 emplois directs créés sur le territoire français. Et ce fameux chiffre, donc 550 entreprises présentes sur le territoire de France. En termes de répartition, enfin, c'est important de savoir ça. On a un peu plus de 200 entreprises qui sont présentes en Île-de-France, le reste sur le reste du territoire. Et on est, si on regarde au classement européen, on est un des pays les mieux positionnés en Europe. On est passé devant le UK en termes d'investissement privé en 2020. Donc on est le premier pays dans lequel les fonds d'investissement investissent dans la EdTech en Europe. Et on regroupe 20% des 100 meilleures EdTech européennes. Donc c'est un classement qui est complètement biaisé, si on peut dire, parce que c'est HolonIQ qui le fait. Mais quand même, ils ont sorti 100 meilleures EdTech européennes et il y a 20% d'entreprises françaises dans ce classement-là. Donc voilà, donc un secteur qui bouge beaucoup, qui s'accélère avec de nombreuses créations d'entreprises post-Covid. Après des entreprises qui restent relativement jeunes, 65% d'entre elles ont moins de 5 ans et 60% d'entre elles tournent autour de 10 employés. Donc ça s'accélère, mais il faut que ça se structure et tout ça grâce à l'aide d'acteurs publics et privés, notamment la Banque des Territoires. Donc Nicolas va nous expliquer comment on fait tout ça. Un petit mot sur le marché quand même face à ça. Il y a un marché actuel, il y a un marché potentiel. Ça dit quoi ? Alors, ça dépend. Sur les 3 segments de marché, c'est pas exactement la même chose. Donc, quand vous êtes sur le marché du scolaire, si on peut l'appeler marché, c'est plus compliqué. On est quand même en retard en termes de numérique éducatif comparé à d'autres pays d'Europe, par exemple comparé au UK. Si on regarde le budget actuel qui est mis en France comparé au budget mis sur un élève au UK, on est sur 30 € par élève en France versus 200 € par élève au UK. Donc sur ces 30 €, la partie ressources numériques ne pèse pas grand-chose. Donc forcément, quand vous êtes une entreprise qui vend une ressource numérique à un établissement, c'est assez compliqué de trouver votre place dans tous les services proposés. Après, il y a des initiatives qui facilitent l'arrivée de ce marché du scolaire, des appels à projets comme Territoire numérique éducatif, les appels à projets numérique inclusif, numérique éducatif de la Banque des Territoires. Mais ça reste quand même très complexe, le marché du scolaire en France, avec une culture numérique qui commence à se développer, des freins culturels qui ont été levés en partie grâce à la crise du Covid-19, mais un contexte d'achat de ressources numériques qui reste complexe, pour ne pas dire compliqué. Et sur le supérieur et sur la formation professionnelle, et après je céderai la parole, c'est 3 segments de marché en fait, qui n'ont rien à voir. Donc quand on dit le marché de la EdTech, faut vraiment gratter le détail pour comprendre de quoi on parle. Sur le supérieur, on a aujourd'hui en France 3500 établissements, publics et privés. Et évidemment, on voit une accélération massive dans la digitalisation de l'enseignement, mais aussi des établissements en eux-mêmes, parce qu'ils ont tous fermé en mars 2020. Donc forcément, pour pouvoir passer à de l'hybridation, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui se fait sur le marché en termes de ressources numériques, on implémente des solutions, et une école et une université ont une capacité à tester et à améliorer les processus. Donc forcément, là, le marché s'est vraiment accéléré en France. Il y a des initiatives publiques qui ont contribué. L'AMI DEMO-ES dans le supérieur public a permis aussi aux établissements du supérieur public en France d'avoir un budget à dédier à ces EdTech. Et ça, c'est complètement nouveau. Dans ce paysage, comment vous vous situez à la Banque des Territoires, Nicolas, en tant qu'investisseur ? Alors, on soutient historiquement comme un soutien historique du numérique éducatif, puisqu'on avait soutenu la démarche de structuration il y a quelques années de cela maintenant des espaces numériques de travail. Et même si on n'en a pas financé, mais on a accompagné globalement la démarche de structuration. Et puis derrière, aujourd'hui, et c'est ça qui compte, c'est la question aujourd'hui de l'investissement, la question du financement. On cherche à accélérer sur cette dimension. Avec la relance, puisque la stratégie d'investissement EdTech for Good aujourd'hui est un dispositif qui a été validé dans le cadre du plan de relance et de la contribution de la Caisse des dépôts à France Relance. Et à ce titre-là, on cherche aujourd'hui à investir dans une dizaine d'entreprises dans l'année qui viendra. Donc ça, c'est quelque chose d'important à signaler.
On est aujourd'hui, et on va en discuter avec les différents soutiens financiers qu'on peut avoir dans des boîtes qui sont très, très différentes les unes des autres, avec ce prisme autour de l'impact. C'est-à-dire qu'il y a une définition du retour sur rentabilité qui est bien plus que financière. On est au-delà de ça, vous le définissez autrement. En fait, on n'est pas un fonds d'investissement. Donc on se définit comme tout autre. On agit comme un investisseur avisé, donc sur la base d'un certain nombre de codes de marché financier et d'un certain nombre de réglementations financières. Pour autant, on a quand même un panel d'activités. On est capable d'accompagner en ingénierie des projets. On est capable d'accompagner des collectivités qui souhaitent développer du numérique éducatif à en déployer. On est capable de financer un certain nombre de projets, un certain nombre de dispositifs. Puis on est capable aussi d'opérer pour le compte de l'État des choses. On parlait des territoires numériques éducatifs sur le PIA 4. C'est typiquement des choses qu'on fait. Donc créer des synergies, c'est quelque chose qui est naturellement... qui est naturel à la Banque des territoires. Donc ça, c'est la première chose. Donc la création d'impact et l'investisseur avisé et l'histoire de la rentabilité, c'est pas un sujet central. Le sujet central, c'est comment est-ce que vous générez de l'impact pour des collectivités territoriales notamment, parce que c'est le prisme de la Banque des territoires comme son nom l'indique, et comment est-ce que vous générez de l'impact auprès des publics, les enseignants, les familles, et puis les personnels en général qui entourent toute cette communauté éducative et qui permettent à cette communauté éducative de vivre. Ce que vous appelez ce qu'on peut appeler le potentiel d'impact, ça va être quoi? Ça va être bénéficier au plus grand nombre? C'est un peu la notion d'ailleurs de la Tech for Good historiquement, c'est-à-dire que c'est une question d'accessibilité, c'est une question de rendre accessible en effet des innovations pédagogiques pour tous. Et notamment à destination, et c'est la première notion, de territoires les plus fragiles. On a un vrai sujet aujourd'hui sur les petites collectivités qui sont notamment en charge des écoles. Et ça, c'est la première chose, qui déploie d'ailleurs de l'outillage sur la partie école, et DocApost ici en parlera mieux que moi, mais également sur un certain nombre de territoires fragiles, de se dire que le numérique permet aussi de raccrocher un certain nombre de gens ou d'améliorer un certain nombre d'attractivité, comment dire ça, permet d'améliorer, on va dire, la performance d'un certain nombre de classes, d'enseignants ou même d'élèves. Et je le dis d'autant plus sereinement que, et je vous renvoie notamment au fait qu'on avait opéré le programme IFRAN, qui est un programme de recherche-action historiquement, qui avait été opéré dans le cadre du PIA 3 et qui a montré que le numérique est inducteur de choses plutôt positives également en classe lorsqu'il est bien accompagné. Évidemment, il y a un certain nombre de conditions. La question pour finir sur l'impact, c'est également de la sobriété, c'est également de la souveraineté. Et c'est le sens d'ailleurs de notre prise de participation, notamment chez Pronote, enfin chez Index Éducation. Et puis il y a la question enfin de l'accessibilité, de rendre accessible en termes d'accessibilité numérique un certain nombre d'outils et d'interfaces. Alors avant de parler Pronote, parce qu'effectivement, on va avoir un petit moment pour non seulement en parler, mais en plus découvrir la nouvelle extension aux primaires de Pronote. Pour illustrer la démarche des Tech for Good, je vous propose d'écouter le témoignage du fondateur de MyFuture, qui a créé un outil numérique dont l'objectif est de favoriser l'égalité des chances face à la formation et à l'emploi. Victor Guerming, qui est au micro d'Alexandra Delaunay. Banque des territoires, la radio. On permet à chaque jeune d'avoir accès à des formats de découverte du monde professionnel qui conviennent à son niveau académique, à ses intérêts professionnels et à son besoin du moment. Donc on propose une palette de formats de découverte des métiers qui sont à la fois des formats digitaux, donc on fait beaucoup de vidéos de présentation de métiers, on fait beaucoup d'interviews live de professionnels en visio, de visites virtuelles d'entreprise, et on propose aussi beaucoup de formats d'immersion dans la vie réelle. Donc on aide les jeunes à trouver des stages de découverte de troisième, à trouver des mini-stages quand ils sont au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Et depuis quelques mois, on les aide aussi à trouver un stage de bac pro, un stage étudiant ou un contrat d'apprentissage. Et puis on a un intérêt particulier pour les jeunes qui n'ont pas de réseau. En fait, on va chercher à s'adresser en particulier à des jeunes qui, du fait de leur milieu social ou de leur lieu d'habitation, n'ont pas les mêmes chances que les autres d'accéder aux études et d'accéder à l'emploi. Voilà, donc c'est une cible particulière pour MyFuture. Quel est le côté donc innovant de MyFuture ?
Alors, le côté innovant de MyFuture, alors, il y en a plusieurs, bien sûr, mais le premier, c'est peut-être qu'on a une capacité à parler d'orientation, à parler de métier avec les codes de ces jeunes. À la fois les codes numériques, donc nos outils sont pensés pour l'utilisateur, ils sont pensés pour des adolescents de 14, 15 ans, 16 ans qui passent beaucoup de temps sur leur mobile, sur Internet, etc. Et puis surtout, on est capable de vulgariser ces métiers-là et donc de leur parler de façon intelligible d'orientation, de métiers, de secteurs d'activité qui sont parfois complexes ou abstraits à comprendre pour un jeune de 15 ans. Voilà, on est capable de leur parler de ces métiers-là avec leur code. Aujourd'hui, qui sont vos partenaires ? Alors, on a beaucoup de partenaires collectivités territoriales et ministères. Donc on travaille beaucoup avec le secteur public et on propose des solutions pour aider les jeunes dans leur orientation et la découverte des métiers sur leur territoire. La Banque des Territoires a investi chez MyFuture et fait partie intégrante maintenant de notre conseil d'administration depuis un peu plus de 6 mois. Et c'est un soutien, je dirais, à la fois financier, stratégique et opérationnel très important pour nous, qui va nous permettre de déployer notre solution à l'échelle nationale. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 30 000 jeunes chaque année qui découvrent des métiers, rencontrent des professionnels, font des stages grâce à notre dispositif. L'année prochaine, l'objectif, c'est d'être à 90 000 jeunes. Et petit à petit, l'idée, voilà, c'est de déployer et qu'en rythme de croisière, on a à peu près 300 000 jeunes chaque année qui puissent rencontrer des professionnels à distance ou en présentiel par le biais de nos outils. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Là, l'impact, il est chiffré. Nicolas Turca, Victor Guerming, qui dit bien, vous siégez au conseil d'administration. Vous êtes donc partie prenante à la stratégie de l'entreprise. Vous vous impliquez totalement dans ce que va être son futur à MyFuture. Alors oui, on s'implique totalement et c'est bien le sens d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on choisit de manière assez précise et qu'on fait des choix volontairement parfois drastiques dans les choix d'investissement qui sont effectués. La notion d'impact, comme je vous le disais, est fondamentale aujourd'hui et il faut le démontrer et le redémontrer éventuellement et voire le démontrer une troisième fois s'il faut lors des différents passages. On prend peut-être un peu plus de temps que d'autres, qu'un fonds. Je suis peut-être moins agile qu'un certain nombre de fonds. Pour autant, on a deux choses en complément à offrir quelque part en investissement et lorsqu'on est dans un board ou dans un conseil stratégique. C'est déjà le réseau de la Banque des Territoires et la capacité à rayonner aujourd'hui dans les territoires et à parler aux élus des collectivités territoriales. On était ensemble au Salon des maires et vous savez que c'est quelque chose d'important aujourd'hui et ça, dans cette mesure-là, c'est quand même très particulier. Et puis enfin, on est capable aussi de guider, de mettre en relation avec et des instances nationales et des instances territoriales s'il faut, sans aucun problème. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a séduit chez MyFuture ? La dimension justement inclusive, la dimension je prends en compte les usages numériques, je tiens en compte la réalité aujourd'hui d'un certain nombre d'usages chez des jeunes et surtout la volonté d'adresser un certain segment qui sont parfois des jeunes en difficulté ou plutôt en marge et qui ne sont pas suffisamment traités. Vous savez, l'orientation, c'est quelque chose qui est extrêmement discriminant. C'est la famille, c'est toujours un peu la même chose. C'est le CSP qui compte énormément dans les choix d'orientation. Là, pour le coup, lui, il cherche à dépasser et à développer un outil qui dépasse volontairement tous les critères socio-démographiques initiels qui peuvent vous tirer vers le bas ou en minima vous laisser dans la même trajectoire que votre famille. Donc justement, c'est important. C'est un numérique d'opportunité. Il le fait très tôt en plus. Il le fait dès le stage de 3e. Et je trouve que d'envisager cette logique de réseau dès le stage de 3e, je trouve ça quand même assez chouette. Je vous propose d'accueillir Fabien Ferrazza, qui est directeur du secteur public chez DocaPost. Rejoignez-nous, Fabien. Bienvenue sur le plateau de la Banque des Territoires. Vous êtes avec nous pour évoquer l'entreprise Index Éducation, qui est l'éditeur du logiciel Pronote, mais éditeur de logiciels éducation depuis 30 ans. Une entreprise dont le produit est présent au quotidien dans de nombreuses familles, y compris la mienne. C'est vrai ? Bah oui. Mais tant mieux. Je parle de Pronote. Je parle de Pronote. L'étoile noire. Est-ce que... La quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? L'étoile noire, j'ai dit. Pourquoi l'étoile noire ? Racontez-nous. Les notes, le fait d'avoir les notes et les devoirs et d'être relancé parce que son fils ou sa fille
n'a pas fait ce qui devait être fait. Exactement ça. Bon, ils peuvent cocher, ils peuvent cocher fait quand c'est non fait. Il faut quand même aller vérifier derrière. DocaPost, Index Éducation, Pronote, la Banque des Territoires, tout ça, comment ça s'articule, Fabien Ferrazza? Alors déjà, bonjour. DocaPost est déjà une filiale du groupe La Poste. Ça, c'est un élément important à préciser parce que dans notre ADN, en fait, on travaille beaucoup sur les missions d'intérêt général. Donc quand Nicolas parlait d'accessibilité, d'équité, on va dire, c'est vrai que derrière DocaPost, La Poste ont une vocation à pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Et dans le cadre de la stratégie que je pilote pour DocaPost sur le secteur public, un des positionnements assez clairs, c'est de s'intéresser dans un monde numérique sur les politiques publiques qui génèrent le plus de flux, le plus d'intermédiation, pour que derrière on puisse connecter en fin de compte un ensemble d'utilisateurs comme le fait La Poste depuis l'origine en fin de compte. En quelque sorte, et c'est pas péjoratif, nous sommes en quelque sorte un centre de tri de services. Nous ne sommes pas censés tout faire, mais nous sommes censés accélérer et rendre les échanges possibles entre différentes personnes. Et c'est dans ce sens-là que lorsque, pour tout vous dire, au moment du confinement, nous avons dû agir avec une plateforme qui s'appelle la plateforme Devoir à la maison, qui était destinée aux élèves en situation de déconnexion numérique. Écoutez, un rapprochement assez naturel a été fait par le ministère avec nous, en disant, écoutez, il y a un sujet très stratégique pour nous, c'est la souveraineté de la donnée. Il y a une société qui s'appelle Index Éducation, sur laquelle on souhaite pouvoir garantir en quelque sorte cette souveraineté de la data. Et à partir de là, en fait, on s'est rapproché d'Index Éducation, et fort déjà des actions que l'on mène dans différents secteurs, on va dire de la tech, j'entends formation professionnelle, enseignement supérieur, c'est-à-dire des segments d'activité qui sont certes différents, mais sur lesquels on intervient, et surtout par rapport à notre expérience dans le déploiement de services comme les passes jeunes, c'est-à-dire ces passes qui sont commandées par les collectivités, les régions et les départements pour soutenir en fin de compte les collégiens et les lycéens dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire des cartes, des subventions pour accéder à un certain nombre de services et que nous, en opérons, on a trouvé assez naturel de pouvoir combiner, on va dire, les solutions Index Éducation et les nôtres pour construire, ce qui est déjà Index Éducation, une infrastructure nationale à même de pouvoir être une infrastructure qui permette de passer à l'échelle, en fin de compte, un certain nombre d'innovations dans le domaine de l'éducation. Voilà, il faut voir véritablement Index Éducation comme une infrastructure à partir de laquelle on peut imaginer déployer des nouveaux services que nous ne sommes pas censés faire. On n'a pas vocation à tout faire. Surtout pas, il faut être humble face à la matière. C'est un métier à la fois complexe et riche. Par contre, on a une mission de pouvoir, cette infrastructure pourrait être mise à disposition de celles et ceux qui veulent passer à l'échelle un certain nombre d'innovations. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que depuis 30 ans, les chefs d'établissement avec qui on travaille nous ont fait confiance, continuent à nous faire confiance. Et donc, de fait, par cette audience que l'on a auprès de 16 millions d'utilisateurs, il faut se rendre compte que ces 16 millions d'utilisateurs, une infrastructure qui, au final, par utilisateur, coûte 80 centimes par an. J'entendais l'investissement moyen, à partir juste de cette infrastructure-là, de se dire qu'il y a une place et une accélération que l'on peut imaginer avec un sujet très stratégique, qui est la question de la garantie de la data, la manière dont on l'exploite, la manière dont on la traite, avec cette idée qu'elle doit rendre de nouveaux services. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on est en train de poser, très concrètement, à une échelle qui est une échelle, bien sûr, nationale. On nous demande toujours si on va continuer à se déployer en Europe. Le premier sujet qu'on va étudier, notamment la caisse, le premier sujet, c'est la francophonie pour nous, véritablement. Et après, on va penser à la dimension européenne. Mais il faut être humble face à la matière. Donc c'est vrai qu'on a une position privilégiée sur le second degré. Et depuis le mois de janvier, en fin de compte, la petite sœur de Pronote, ou le petit frère de Pronote, qui est Pronote primaire, a été déployé. Alors je ne dirais pas en fanfare, parce qu'on est humble là aussi par rapport au sujet. On a une centaine d'écoles qui ont été enrôlées. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que vis-à-vis du primaire, il y a un vrai sujet d'équiper ces écoles d'un système d'information. Un système d'information à partir duquel on va pouvoir y connecter des services. Oui. Des services pédagogiques. Derrière, exactement. Et en fait, je pense qu'il faut
faut pas inverser les sujets par rapport aux besoins des utilisateurs. Vous voyez, c'est de dire au final, quand on est un directeur ou une directrice d'école, un instituteur, on a peut-être besoin d'abord d'une organisation, d'un système d'information qui vous permet de mieux travailler, de par le travail qu'ils font au quotidien, d'autre part la relation avec les familles, et de se dire qu'à partir de là, on va pouvoir apaiser un certain nombre de services qui pourront être proposés et surtout choisis par rapport à l'usage qu'on souhaite en faire. Et c'est pour ça qu'on veut aller lentement, mais sûrement, parce qu'on sait que dans un monde numérique qui n'est pas nécessairement logique dans les investissements que l'on fait, on voit les communes, par exemple, les collectivités, les mairies ont été les premières, par exemple, à investir dans ce qu'on appelle les portails familles, pour gérer un premier sujet qui était celui de la cantine scolaire. L'autre sujet, c'est la gestion des activités périscolaires, parascolaires. Et quand on amène une solution en plus, il faut réorganiser un peu tout ça parce que le sujet et le succès d'une solution, elle est liée au parcours utilisateur, dans sa simplicité. Plus il sera simple, plus d'autres services pourront être consommés et l'acculturation au numérique va se faire progressivement. Je vous propose d'en apprendre un peu plus sur cette application Pronote Primaire avec notre reporter Alexandra Delaunay. Où vous trouvez-vous, Alexandra ? Eh bien, je suis en direct du stand de La Poste. Donc, nous allons parler de primaire avec Émilienne Morudi. Bonjour Émilienne, vous êtes responsable de communication chez Index Éducation. Émilienne, Pronote existait déjà donc, pour les collèges et les lycées. Pourquoi l'avoir développé donc, pour l'alimentaire ? Et à qui le logiciel s'adresse-t-il précisément ? Alors bonjour, l'idée de développer Pronote pour l'élémentaire mais aussi pour la maternelle est venue en fait très naturellement. Les besoins auxquels répond Pronote dans les collèges et les lycées existent aussi pour le premier degré. Surveiller l'assiduité des élèves, évaluer leurs compétences, communiquer avec les familles. Tout ça, ce sont des besoins qui existent aussi pour le primaire. Alors bien sûr avec des spécificités dont on a tenu compte pour développer Pronote primaire. Et puis il nous a paru indispensable de créer un continuum entre la maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée, notamment en termes d'usage, pour que les familles n'aient pas à changer de logiciel, puissent se connecter à la même application quand ils ont un enfant en CM1, un enfant en 4e. Et puis aussi une continuité pédagogique, par exemple pour le cycle 3 qui va du CM1 à la 6e, donner la possibilité de vraiment suivre les compétences évaluées des élèves tout le long de ce cycle. Voilà. Et vous m'avez demandé à qui s'adresse Pronote primaire. En fait, il s'adresse à toute la communauté éducative, à commencer bien sûr par les enseignants, les personnels des écoles, le directeur ou la directrice, les familles évidemment, les parents et leurs enfants, les inspecteurs de l'éducation nationale, les accompagnants, et puis à partir de la rentrée prochaine, particulièrement aux communes aussi, pour qui on va développer une console qui leur sera dédiée. Et alors là justement, on se trouve donc devant l'interface Pronote primaire, donc comment ça fonctionne ? Alors, ce que vous voyez là à l'écran, donc c'est le tableau de bord de l'enseignant. Dès le matin, quand l'enseignant arrive à l'école, il peut savoir si un parent lui a laissé un mot dans le carnet de liaison ou a répondu à un mot. Il va pouvoir très rapidement aussi voir les résultats du sondage qu'il a fait pour savoir quels étaient les parents qui pouvaient accompagner les enfants à la prochaine sortie de classe. Il va d'un clic indiquer les absents qu'il peut constater. Il a aussi une vision synthétique des compétences de ses élèves. Ici, vous voyez en français et en maths. Et puis, par ailleurs, dans le logiciel, il va pouvoir bien sûr remplir le cahier de texte, ce qui est très utile, notamment, on l'a vu ces 2 dernières années en cas de classe à distance, créer ses propres QCM ou utiliser ceux qui sont créés par les autres enseignants. Et puis, il va pouvoir animer aussi un bloc de la classe auquel il va bien sûr associer les élèves et les familles, leurs parents, pour toutes les publications en fait. Voilà, là je vais passer sur la vision parent.
Alors sur l'application mobile, on voit qu'en fait que le parent a accès à toutes les informations sur l'école. Il peut rendre des devoirs alors en prenant en photo les travaux faits par les enfants, donc rendre ainsi des devoirs à l'enseignant. Il peut prévenir d'une absence, il peut écrire à l'enseignant et puis il peut aussi aller télécharger des documents. Alors moi, en tant que parent, par exemple, je trouve ça très pratique de pouvoir avoir le certificat de scolarité directement en 2 minutes dans mon téléphone plutôt que d'avoir à importuner les personnels de l'école pour imprimer un papier en fait. Voilà. C'est un petit aperçu des fonctionnalités de Pronote Primaire. Et quel retour avez-vous eu de Pronote Primaire donc, sur le salon Éducatech ? Alors, beaucoup de personnes ne savaient pas que Pronote Primaire existait. Hein, donc, on a rencontré beaucoup de gens surpris et puis ensuite très intéressés. Alors souvent, en fait, les gens qui viennent nous voir connaissent très bien Pronote, soit en tant que parents, soit en tant qu'enseignants. Donc, ils n'ont vraiment aucune difficulté à imaginer ce que Pronote peut apporter en fait à l'école primaire. On a été aussi beaucoup encouragés à développer plus de services. Notamment pour les familles et pour les collectivités, autour du périscolaire par exemple. On nous encourage aussi à développer plus de services pour l'enseignant, des outils pédagogiques par exemple, pour l'aider à concevoir des cours ou des supports pédagogiques. Bon, alors tout ça nous motive énormément et puis ça correspond vraiment à la vision qu'on a en fait aujourd'hui de vouloir faire de Pronote et Pronote Primaire un espace numérique éducatif qui va englober tous ces services. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les avantages de Pronote Primaire ? Alors, le premier avantage, j'ai envie de dire que ça marche, hein. Ça fonctionne en fait. Pronote Primaire, c'est une solution qui est éditée par un éditeur, donc Index Éducation, qui travaille depuis 30 ans avec les établissements, qui a aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs. Donc nos solutions, elles fonctionnent, elles ont passé l'épreuve du feu des confinements. Voilà, je pense que ça c'est le premier avantage. La qualité éprouvée en fait de nos solutions. Le deuxième avantage, c'est celui dont je vous ai parlé au début, c'est le continuum entre la maternelle et la terminale qui est aujourd'hui devenu indispensable. Et puis le dernier avantage, et pas le moindre, c'est la sécurité. Alors la sécurité, c'est protéger les données de nos enfants, hein. C'est un hébergement des données en France, c'est un respect sans compromis du RGPD. Et en fait, la sécurité, nous, c'est notre priorité absolue depuis le début chez Index Éducation. C'est vraiment dans l'ADN de DocaPost aussi, qui est aujourd'hui le tiers de confiance de tous les Français. Et voilà, je pense que les 3 avantages, si on veut résumer, c'est la qualité, la continuité et puis la sécurité. Merci Emilienne pour toutes ces réponses. On vous invite à venir donc, tester Pronote Primaire sur le stand de la Poste numéro G31. Donc Héloïse, je vous prends un créneau où vous connaissez déjà Je maîtrise. Merci Alexandra. Je maîtrise Pronote. Après 2 confinements, je suis assez au point. Merci beaucoup Alexandra Delaunay et merci à Emilienne Moruzzi qui est responsable de la communication chez Index Éducation. Nicolas Turca, on est vraiment là sur un produit, une ressource structurante. J'ai l'impression, pour toute l'éducation nationale, en fait. C'est là-dedans que vous avez investi. Oui, alors c'est une ressource structurante pour l'éducation nationale, évidemment. C'est surtout quelque chose de structurant pour les territoires, pour les collectivités également, qui ont des projets aujourd'hui. Parce que j'insiste sur la notion de projet à l'échelle d'un territoire, sur le fait que lorsque vous posez du numérique éducatif dans une école, dans un collège, dans un lycée, ça fait partie d'un projet qui est plus global, d'accord ? Qui est un projet qui est tiré parfois autour de l'innovation, autour du fait que les communautés éducatives se parlent mieux, autour d'un principe peut-être d'optimisation, j'en sais rien, des flux de la cantine, des choses comme ça, d'une offre périscolaire aussi plus forte ou plus riche, ou des choses comme ça. Donc ça fait partie d'un projet. Et justement, le sens de travail de DocaPost et d'Index Éducation, c'est d'outiller de manière très professionnelle, pour le coup, ce sujet et ce projet, d'accord ? Et donc en soi, ça a un impact en effet territorial fort et c'est quelque chose aujourd'hui qui se déploie de manière petite, à petits pas, mais qui derrière, j'ai aucun doute sur le fait que ça se déploie de manière beaucoup plus large. Voilà. Parce que justement, c'est un projet fait par les élus et la communauté éducative en général.
Je vous propose de découvrir 2 autres entreprises dans lesquelles la Banque des Territoires s'est engagée. Vous restez avec nous, Fabien Ferrazza, ou vous en allez ? Restez donc avec nous. Parce que vous n'êtes pas obligé. Accueillir la Banque des Territoires dans son actionnariat, c'est aussi gagner en visibilité pour certaines jeunes entreprises de la tech. Et c'est tant mieux parce que c'est l'occasion justement de découvrir des innovations qui gagnent à être connues. Tout de suite, on va s'approcher des entreprises Doki et Mobilis. Banque des Territoires, la radio, en direct du salon Educatech Educatis. La Banque des Territoires, investisseur de la EdTech, c'est le thème de notre émission de ce vendredi matin en direct du salon Educatech Educatis 2021. Nicolas Turca, vous êtes responsable du service éducation inclusion numérique et service au public de la Banque des Territoires. On parle d'investissement à impact, ce mot, il revient, c'est de l'investissement qui fait une différence en quelque sorte. Les 2 entreprises que nous accueillons tout de suite ont développé des outils qui peuvent paraître différents, en tout cas dans leurs applications, mais qui mettent à profit le numérique pour rendre les adultes ou les enfants autonomes dans leur apprentissage et dans leur progression. Nous accueillons Marion Berthaud, fondatrice de Mobilis. Bienvenue Marion. Bonjour. Et Willy Leloutre, qui est président du groupe Futur Composé et créateur de Doki. Donc, bonjour, tout à fait, merci. Doki, c'est du cloud learning. Exactement. Explication de texte. Explication de texte. On se présentait historiquement comme une application mobile learning. Voilà, c'est un axe de développement qui existe depuis quelques années, qui est très fort dans certains pays, je pense notamment l'Afrique. Aujourd'hui, on se met en avant comme le cloud learning, puisqu'on cherche à être agnostique au support. C'est-à-dire pouvoir se former au bon endroit, au bon moment, n'importe où, n'importe quand. Donc Doki, c'est une application qui est portée aujourd'hui sur le web, sur le mobile. Des expérimentations sont faites sur la VR. On peut imaginer demain avoir son Doki dans sa smartwatch, sur la télé ou sur la console de jeu pour les enfants, si on se projette un petit peu plus loin. Oui, mais on se forme à quoi et comment ? On se forme à quoi et comment ? On se forme à tout, toute thématique. Donc on travaille aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. On va former sur des contenus transverses, le bien-être au travail, le management, bien évidemment. Aussi aux outils numériques collaboratifs, la bureautique, le kit parfait pour pouvoir travailler dans une période de pandémie, par exemple, comme vous en doutez. Et puis aussi à des applications métiers. Je peux prendre des exemples, de la formation sur des machines-outils, sur des applicatifs spécifiques. Bref, nous avons un produit, vous l'avez compris, il s'appelle Doki, mais nous avons aussi un service qui est de la conception de formation. On apprend comment ? Format micro. Ça, c'est le bon format, selon nous. Format micro. Avec, oui. Quand vous dites des formats micro, c'est-à-dire vous allez utiliser, je ne sais pas, de l'intelligence. Il y a de l'intelligence artificielle qui est mise à profit dans le parcours de formation de la personne. Il va y avoir des formats vidéo, il va y avoir des interactions, il va y avoir un petit peu de tout ça. Alors, oui, je vais préciser un petit peu. Quand je parle de format micro, je parle de micro-learning, un format pédagogique qui est redoutable. On parle de capsules pédagogiques très courtes, bien sûr, de 30 secondes à 5 minutes. Pourquoi ce format ? Puisque aujourd'hui, on cherche à répondre à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer dans la formation professionnelle, les problématiques calendaires, les problématiques de la formation continue, si difficiles à mettre en place. Aujourd'hui, on se forme un petit peu chaque jour grâce à Doki et ce format micro. Surtout, ce format micro permet de casser un petit peu cette image de la formation qui est enquiquinante, entre guillemets. C'est vrai qu'on ne parle pas d'une série télévisée à regarder, on parle de la formation. Et avec ce format micro déployé dans un cloud, on arrive à former nos apprenants, quels qu'ils soient, sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est fort. Comment ça marche ? Doki, démonstration avec notre reporter Alexandra Delaunay qui a rencontré Claire Griveaux, directrice des opérations du Centre Créatif Formation de Caen. Banque des Territoires, la radio. Doki rend la compétence accessible, c'est-à-dire qu'on va découper des compétences en petits morceaux qui vont les rendre plus digestes pour les apprenants et ça va mettre un lien extrêmement ludique, si bien que les apprenants vont plus facilement entrer en formation, plus facilement intégrer des savoirs et ne plus hésiter à se former. En fait, avec Doki, se former, c'est amusant. On sort un petit peu du cursus un peu vieillissant se former, c'est un peu pénible. Non, là, on est vraiment dans quelque chose de plaisant. Quand l'apprenant se connecte sur Doki, d'abord, on va lui demander de faire un petit profiling pour voir un petit peu à quel moment il préfère se former, quel est son type de profil. Une fois qu'il a fait tout ça, Doki, ça fonctionne un petit peu comme une application musicale. Vous allez avoir des playlists, vous allez avoir des collections, des albums. Donc, par exemple, si je prends cet album-là, eh bien,
je vais pouvoir jouer tout un ensemble de titres. Chacun de ces titres, c'est soit de la vidéo, soit du podcast, soit des animations, mais aussi certains formats en texte, un peu de lecture. Et ça permet vraiment de varier le support et de varier l'approche pédagogique. C'est aussi ce qui fait que c'est extrêmement efficace, parce qu'en fait, on peut voir une même notion de 3 angles différents. Et donc, quand on a peut-être une facilité à comprendre la vidéo, eh bien, la lecture ou le podcast pourra peut-être permettre d'ancrer un peu plus certaines thématiques. Donc, à la fin de cette vidéo, il y a un petit quiz qui apparaît. Le stagiaire va répondre en fonction de ce qu'il pense avoir retenu. Si je me suis trompée, je peux voir les réponses. On apprend de ses erreurs, entre guillemets. Et après, je peux passer à la lecture du titre suivant. Donc, c'est extrêmement simple, extrêmement accessible et ça permet vraiment d'acquérir des compétences d'une manière extrêmement légère. Concrètement, Doki, à quoi ça sert ? Doki, ça sert à rendre la formation efficace. Ça sert à maintenir un lien avec l'apprenant, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cette notion de je vais faire du distanciel, de la visio pendant des heures. Non. Là, on n'est vraiment pas du tout là-dessus. Les utilisateurs utilisent Doki le matin en venant. Ils sont dans le tram, ils font quelques capsules pour se former. Il y a des moments creux autour de la pause café. Bah, voilà, ils font des capsules entre eux. Parfois même, il y a des modules de jeu. Ils jouent, ils se lancent des défis. Ils essayent de voir qui va obtenir le plus gros score à Flamingo, qui est un des jeux qui est dans Doki. Alors, les jeux ont une vocation pédagogique, en fait. Il ne s'agit pas que de jouer. Quand ils jouent, ils vont avoir à des moments précis des questions qui vont arriver sur des capsules qu'ils ont fait par le passé. Et si jamais ils sont performants sur les réponses, ils peuvent continuer à jouer sur un temps précis quand même. Et si jamais ils ne sont pas performants, ils ont des handicaps qui les empêchent un petit peu de jouer. Ça les oblige un petit peu à réviser en même temps. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Nicolas Turca à la Banque des Territoires, qu'est-ce que vous avez vu à travers Doki comme impact ? Alors, on a surtout vu un entrepreneur, parce que je me permets, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas concerté avant. On a surtout vu un entrepreneur qui connaît extrêmement bien son territoire, c'est la première chose. On s'était loupé sur le projet précédent de Willy sur la Coding School, qui a ensuite été accompagné suivi en tout cas par la direction régionale Normandie et son experte numérique, Sandra, que je salue ici. Le nouveau projet nous a convaincus sur cette dimension d'impact, sur la dimension notamment tenir compte des usages que j'expliquais tout à l'heure, qui est centrale dans notre affaire là, depuis 20 minutes maintenant. Donc c'est exactement une manière de faire, le profil d'entrepreneur qu'on cherche aujourd'hui, qui connaît extrêmement bien son territoire, les élus, les besoins, ces choses-là, et qui fait une proposition de service aujourd'hui qui est centrée sur justement les usages et en tenir compte. Voilà, en tout cas, c'est ce qui nous a plu. Et en termes d'application de marché, vous, est-ce que le fait d'investir dans Doki, ça va permettre d'ouvrir Doki vers, je ne sais pas, vers le secteur du public, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? C'est l'objectif, c'est notamment auprès de mes collègues de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, une autre experte, Roxane, qui aujourd'hui accompagne Doki et qui aujourd'hui doit ouvrir en fait de perspectives, et c'est l'objectif de l'investissement, et c'est aussi, j'espère, le sens que tu es venu chercher à la Banque des Territoires, d'ouvrir des perspectives, notamment dans les CFA, j'en sais rien, dans l'enseignement supérieur en général, qui est quelque chose de très pour le coup territorial, notamment quand on parle d'un certain nombre de formations de ce type-là. Je te laisse compléter. Oui, tout à fait. Mais en fait, tu as très bien résumé. Quand on a fait notre seconde levée de fonds, à l'échelle nationale, on cherchait plus que des fonds, bien évidemment. On cherchait des partenaires qui allaient pouvoir à la fois comprendre notre thématique, comprendre les enjeux, les usages autour de l'EdTech, autour de la formation professionnelle. Et là, pour le coup, on a trouvé un partenaire d'excellence à travers la Banque des Territoires. Au-delà de ça, on cherchait de la visibilité. Oui, bien sûr, nous sommes une jeune pousse. Alors la structure, le groupe a 8 ans, mais le projet n'a que 2 ans. Donc on a besoin d'accélération aussi et de visibilité, de mise en relation et d'ouverture d'esprit, d'ouverture de réseau. De ce point de vue-là, très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
Vous parliez de s'adapter aux usages, Nicolas, de s'adapter aux usagers, oui, c'est vrai. Et ça vient de loin. De s'adapter aux utilisateurs. C'est le cas de Doki. On va voir que s'adapter à ces utilisateurs, c'est aussi ce que fait Moby10 pour les rendre notamment plus autonomes. Nous sommes avec Marion Berthaud. Marion, Moby10, c'est le pari de 3 associés issus de 3 mondes différents, l'édition, le paramédical et le numérique, pour radicalement changer les conditions d'apprentissage des élèves qui souffrent de troubles 10. Le trouble 10, c'est ce qui va empêcher d'apprendre à lire comme tout le monde. C'est un trouble cognitif, c'est un handicap. Et en fait, on se rend compte que quand on arrive en 6e, le prof, il considère que vous savez lire. Donc, il vous donne les 5 bouquins qu'il va falloir lire durant l'année. Il vous demande de faire l'exercice page 52. Et il ne se pose pas la question de savoir si vous savez lire. Or, en fait, à l'arrivée en 6e, il y a un élève sur 5 qui n'a pas acquis la lecture, qui n'a pas automatisé le fait de lire. Il en est encore à l'étape de déchiffrage. Dans une société de l'écrit, quand on est à l'étape de déchiffrage, en fait, on n'a pas accès à la connaissance. Donc, on n'a pas accès à la culture, on ne peut pas devenir citoyen. Nous, on veut changer ça. Et vous le changez comment ? On le change avec l'application des pratiques, des méthodes de ces professionnels paramédicaux qui connaissent très bien ces handicaps. Et on numérise ces solutions et on les met directement accessibles dans les livres, grâce au numérique. Concrètement, c'est quoi les solutions justement pour les 10 ? Comment est-ce qu'on va transformer un livre pour le rendre non seulement accessible à quelqu'un qui est touché par ces troubles 10, mais que ça lui permette de progresser dans sa manière d'aborder la lecture ? Eh bien, quand le prof de français dit « je vais étudier Arsène Lupin », parce que Arsène Lupin, c'est à la mode en ce moment. Allons-y pour Arsène Lupin. Motivation, voilà, motivation plus. Donc, on va aller négocier avec l'éditeur. Donc, en l'occurrence, là, c'était avec le livre de poche jeunesse. Et on propose à l'éditeur de transformer son livre dans un format, le format Frog. Et le format Frog, c'est un format qu'on a développé et qui permet à l'utilisateur, en fait, il va pouvoir avoir tout un tas d'aides à la lecture. Il va pouvoir avoir, par exemple, l'audio, tout le livre en audio, mais il va surtout pouvoir avoir une aide ponctuelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire le livre, puis à un moment, il y a un truc qui coince. C'est à ce moment-là qu'il a besoin d'aide. Et c'est là où, en tapant sur la tablette, sur le smartphone ou en cliquant avec l'ordinateur, eh ben, il va pouvoir entendre la partie qu'il ne comprend pas. Et puis la réentendre 2-3 fois jusqu'à ce qu'il la comprenne. Ou alors, il va avoir une aide sous forme d'une définition. Il peut aussi avoir des aides au repérage spatial, c'est-à-dire en fait savoir où poser les yeux. Ça a l'air débile, mais en fait, c'est pas si évident que ça. C'est pas inné de savoir où faut mettre son œil. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une règle de lecture. On va utiliser une trame qui va se colorer à l'endroit où il faut poser l'œil, et sur l'ensemble du groupe de mots qui portent le sens, pour aider à comprendre le sens du groupe de mots. Bref, il y a tout un tas d'aides comme ça qu'on peut numériser. Et une fois que ça c'est fait, ça se transforme en un livre numérique. Et un livre numérique qu'on peut aller chercher dans une bibliothèque. Donc ce qu'on vend, nous, c'est des bibliothèques aux écoles. Et vous vendez aussi de l'autonomie, parce que l'utilisation de ces outils, c'est l'utilisateur qui en décide directement et qui l'applique, vous le disiez, sur une phrase, sur un mot. On va pouvoir choisir sa typo, la taille des lettres, et effectivement de solliciter ou non une aide à un instant ou à un autre. Ce qui est très important, c'est que le lecteur, il ait le pouvoir d'aller au bout tout seul. Et on le voit particulièrement dans les impacts on identifie des impacts au-delà de l'élève, jusqu'aux parents de l'élève. Et on a une diminution du stress des devoirs. C'est extrêmement stressant, les devoirs pour les parents. Même dans les grandes classes, même au collège, même au lycée, on a peur pour la scolarité de son enfant. Et de le savoir autonome, qui peut aller au bout de son livre, qui peut étudier le livre pour son bac de français sans aller juste récupérer le résumé sur Internet, ça, c'est quelque chose qui déstresse les parents. Et ça change le regard qu'on a sur l'enfant, ça change la confiance qu'il a en lui-même. Ça change le regard, ça change. C'est un handicap qui touche l'estime de soi très fort. Donc la construction même de sa confiance en soi. Et les profs nous disent
avec ce livre-là, j'arrive à étudier l'ensemble de l'œuvre. Je suis plus limitée. Je me limite plus seulement à l'étude de l'extrait, mais je vais aller étudier l'ensemble de l'œuvre parce que tous les élèves dans la classe vont pouvoir lire l'œuvre intégralement. Et je ne vais pas laisser de côté les quelques-uns qui, de toute façon, n'ont pas accès à l'ensemble de l'œuvre quand elle est dans un bouquin papier, écrit. Vous parlez de l'enseignement, justement. Là, on arrive aux profs. Quelle est la perspective de développement de vos outils en milieu scolaire ? Parce qu'on sait qu'il y a une grosse difficulté de prise en charge des troubles 10, non pas par manque de volonté, mais sans doute par manque de moyens, de mise à disposition. Voilà, il y a beaucoup de... Vous me le disiez en préparant l'émission, on bricole, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, il y a beaucoup de système D dans l'approche de ces handicaps-là, mais peut-être que là, il y a une solution qui allégerait un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin d'aller modifier la taille, d'aller grossir, d'aller photocopier, c'est du prêt à l'emploi. Chaque élève va pouvoir l'utiliser en fonction de ce dont lui, il a besoin. Et donc, il y a un seul outil, la bibliothèque, dans lequel il y a le livre que tout le monde étudie. Et quelles que soient les difficultés de mes élèves, je vais pouvoir faire une pédagogie différenciée, puisque je vais pouvoir dire chacun, vous utilisez le même outil, mais vous avez tous accès à des fonctionnalités qui vous ressemblent, dont vous avez besoin à un instant T, parce que évidemment ça évolue dans le temps. Nicolas Turca, votre regard sur Moby-10? Alors je faisais une photo, donc mon regard il était mis en abîme. Il était mis en abîme. Non, mais c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure autour de la notion d'inclusion, évidemment, et d'accessibilité. C'est le cœur de l'impact pour le coup, et c'est le cœur de notre doctrine d'investissement, d'aller chercher des outils et d'utiliser le numérique comme une chance supplémentaire pour des publics plus fragiles. C'est central, hein. Je reste sur ces 3 derniers jours, sur un numérique d'opportunités et qui offre de nouvelles opportunités à d'autres publics, à d'autres territoires. Et là, on est typiquement dans ce que vient de dire Marion à l'instant. On a rencontré 4 entreprises ce matin. Nicolas Turca, vous poursuivez vos recherches, vos rencontres ici peut-être au salon pour de futures prises de participation. Alors, je poursuis ma recherche. Je poursuis ma recherche. Mes collaborateurs poursuivent, enfin je ne sais plus, Yale quoi, ne savent plus où donner de la tête. Donc je vous incite à prendre contact déjà avec la Banque des Territoires. Les directions régionales, évidemment, comme on vient de se le dire, il y a un certain nombre d'experts numériques qui sont en direction régionale et qui traitent une partie et qui sourcent des dossiers, qui les accompagnent. Évidemment, Rose Lemardelais qui est la responsable éducation, et Johanna ainsi que Juliette ici présente, et Vincent également, qui sont l'équipe nationale qui instruit un certain nombre de dossiers. La deuxième chose, c'est on fait pas ça seul, comme je vous l'ai dit, parce que EdTech for Good, c'est aussi un impact global, et c'est aussi une dynamique, une approche en fait, et sur lequel on essaye de cristalliser un certain nombre d'autres financeurs. Alors je pense évidemment à la Maïf, à Investir et Plus, à INCO, à Rise Impact, à Evolem, à 21 Invest, qui sont aujourd'hui des partenaires avec lesquels on partage régulièrement des choses. C'est hyper important dans le sens où cette alliance, on va dire, c'est souvent des modèles d'action, des modèles de business d'ailleurs, qui sont particuliers ou qui sont autrement. Et justement, il faut qu'on ait à plusieurs justement de s'y mettre, parce qu'on a cette conviction commune que le sujet de l'impact va devenir central dans les 5-10 prochaines années, voilà, et que si vous n'êtes pas capable de démontrer cet impact, ça va être très très problématique, y compris dans le numérique éducatif. Et si je peux compléter, le message à passer à toutes ces startups, c'est la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, c'est possible. Nous, on était une petite structure, on n'imaginait pas que c'est institutionnel, quoi. Eh bien si, c'est possible, ils peuvent s'y intéresser, et l'impact est colossal. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est
devant un service éducation dans un département ou dans une région qui vous pose des questions sur mais la RGPD, mais l'intelligence artificielle que vous avez là-dedans, est-ce que c'est vraiment vrai? Et qu'on leur explique qu'on a passé 3 mois à tout détailler point par point avec l'expert de la Caisse des dépôts qui nous a pas lâchés, ça fait toute la différence. Immédiatement, la légitimité, elle est acquise parce qu'ils savent qu'il y a l'expertise de la Banque des Territoires derrière. Oui, je me permets, je rebondis, c'est possible et ça fait grandir aussi. Eh oui. Voilà, mais toute la phase d'audit, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, est extrêmement riche en fait d'apprentissage et permet d'avoir une structure beaucoup plus éclairée au moment où on commence à accélérer. Voilà. Je confirme également. Vous aussi, vous êtes passé sur le grill? Oh là là. C'est vrai que sur le salon, il y a beaucoup de monde. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de EdTech qui ont tendu l'oreille. On va voir un petit peu si on peut faire le tri avec vous, Alexandra Delaunay. Vous avez trouvé un guide pour ne pas se perdre dans ce salon? Effectivement, Héloïse, je suis en direct du stand EdTech Actu, une start-up fondée par des passionnés de technologie pour parler de toutes les actualités. Donc EdTech, je suis en compagnie de sa rédactrice en chef et journaliste. Bonjour Aurélie Tachot. Et donc en quoi le salon EdTech est un rendez-vous incontournable pour vous et quels sont les enjeux pour EdTech Actu? Bonjour à tous, merci pour cette opportunité de pouvoir aussi se présenter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois qu'on participe au salon Educatech Educatis. On est encore une jeune société, on a été lancé en septembre 2020. Donc il y a plusieurs enjeux pour nous. Le premier évidemment, c'est asseoir notre marque auprès de l'écosystème EdTech. Et puis la deuxième, c'est aussi se confronter aux problématiques terrain de notre cible, c'est-à-dire des enseignants, et de comprendre un peu quels sont finalement leurs grands enjeux aujourd'hui, et il y en a beaucoup. Et justement, vous disiez que c'était votre première édition. Donc, est-ce qu'elle a été concluante et quel bilan en faites-vous? Alors le bilan est plutôt positif. On voit qu'on suscite à la fois de l'intérêt et de la curiosité sur le marché. On a profité en fait du salon pour présenter un guide des 200 EdTech incontournables dans l'écosystème. Il a été beaucoup feuilleté en fait sur notre stand. Il a été aussi beaucoup vu sur les autres stands des exposants. Ça confirme l'une de nos convictions qui était que l'offre finalement sur le marché des EdTech n'était pas très lisible. On est quand même sur un marché éclaté, en ébullition, en pleine effervescence. Donc on avait aussi cette volonté avec ce guide des EdTech d'essayer de remettre un peu à plat les choses, de représenter un peu qui fait quoi et comment surtout, parce que visiblement c'était pas très clair dans la tête à la fois des enseignants mais aussi des acteurs de l'écosystème EdTech. Et donc vous-même, qu'est-ce que vous avez retenu donc de ce salon et est-ce que vous avez repéré des sujets intéressants? Ce que je retiens du salon, et je pense que c'est le constat de pas mal de visiteurs aujourd'hui, c'est qu'on vit vraiment un momentum dans le secteur des EdTech. La crise sanitaire qu'on a tous vécue a été quand même un accélérateur de changement. Je pense que tout le monde est d'accord sur cette idée-là. Ce que je vois, c'est qu'on se dirige quand même vers une hybridation des enseignements. Alors tous les enseignants ne sont pas prêts, j'ai pu le constater au travers des conférences auxquelles j'ai assisté pendant ces 3 jours. Ce que je vois aussi, c'est que la technologie va peut-être devenir un non-sujet, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle sera là, on sait qu'elle sera efficiente. Maintenant, l'enjeu, ça va être de voir comment les enseignants vont finalement trouver les bonnes pratiques pédagogiques, vont trouver aussi la bonne posture, puisqu'évidemment, on n'enseigne pas en présentiel comme en distanciel, il y a des adaptations à faire. Et voilà, donc c'est cette posture qu'on va interroger et qui va m'intéresser de suivre ces prochains mois. Merci beaucoup pour ces réponses, Aurélie Tachot. On retourne avec Héloïse sur le stand de la Banque des Territoires. Merci beaucoup Alexandra Delaunay. On sait que vous êtes très présent sur tous ces fronts-là à la Banque des Territoires. Merci beaucoup Nicolas Turca d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous Héloïse, merci. Pour évoquer l'approche EdTech for Good, donc l'approche de l'investissement à impact, et de nous avoir présenté écoutez, tous ces projets qui ont beaucoup d'avenir et qu'on recroisera certainement sur notre route. J'ai nommé avec nous aujourd'hui sur ce salon Marion Berthaud, créatrice, cofondatrice de Mobilis. On était aussi avec Willy Leloutre, président du groupe Futur Composé, pour Doki et Fabien Ferrazza pour le groupe DocaPost. Et merci Pronote, Fabien, en tant que parent. Merci beaucoup. J'ai mon cartable. Merci à tous et bonne route. Merci, au revoir. Territoire, la radio en direct du salon Educatech Educatis. L'équipe de la Banque des Territoires à la radio est ravie d'avoir pu participer à ce salon Educatech 2021, incarnation d'un secteur en renouvellement
permanent d'un secteur qui n'a pas fini de grandir, de rendre service au plus grand nombre. En tout cas, la Banque des Territoires s'y emploie, comme tous les acteurs de ce microcosme dans lequel nous avons été immergés avec vous, Alexandra Delaunay, pendant toutes ces journées. Et oui, j'ai été très heureuse, Héloïse, d'avoir pu être vos yeux et vos oreilles dans les allées et sur les stands pendant ces 3 jours. Mais la journée n'est pas finie, encore beaucoup d'agitation jusqu'à 17h aujourd'hui. Et oui, Banque des Territoires, la radio non plus, c'est pas fini, Alexandra. Vous retrouvez les émissions qu'on vous a proposées pendant ces 3 journées autour de l'investissement à impact, des territoires numériques éducatifs, des tiers-lieux éducatifs, de l'accélérateur EdTech Passerelle et du dispositif numérique inclusif, numérique éducatif sur le site de la Banque des Territoires. Belle journée à tous sur le salon Educatech Educatis 2021. Banque des Territoires, la radio.